Pour le moment, on a des témoignages, on a de l'empirique, puis comment est-ce qu'on vient le valider un peu plus, beaucoup plus rigoureusement et plus scientifiquement pour après pouvoir voilà, adapter ce que tu disais, créer éventuellement des parcours plus personnalisés et puis refondre aussi à un moment le programme, tu vois, rendre les choses encore plus actionnables. Ça aussi, c'est dans les tiroirs, c'est en coulisses. Donc, ouais, je sens que c'est tellement excitant en ce moment, quoi. L'avenir est brillant, quoi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lisa Dorinet, avec qui on lance une étude passionnante autour d'une question qui nous anime depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est dans les tiroirs, cette question. Est-ce que le travail sur le système nerveux, tel qu'on le pratique dans le programme Arise, fonctionne vraiment? Et je crois que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, peut-être beaucoup de personnes qui écoutent le podcast se posent, peut-être particulièrement les personnes qui ne se sont pas encore lancées aussi dans ce travail sur elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et jusqu'ici, on a pu se rendre compte des effets du programme par voilà les transformations profondes qu'on a observées nous chez les participants. Donc on est sur quelque chose d'empirique, hein, sur les retours qu'on reçoit, sur les témoignages, mais on a envie d'aller plus loin et on a envie d'estimer ces impacts, de les mesurer avec une méthode qui est rigoureuse, comme ça peut être fait dans le milieu académique, comme ça peut être fait dans les papiers scientifiques, voilà, quand on fait une vraie étude, on va dire. Et y compris aussi dans le futur, ce qui nous intéresserait, ce serait sur des paramètres physiologiques. Voilà, pour mener à bien cette aventure, on a choisi Lisa qui intervient dans Arise Alumni, bientôt dans Arise aussi, notamment autour du travail avec les parts de soi, ce travail en IFS, hein, donc IFS pour rappel c'est Internal Family Systems. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment parce que ça fera partie de ce qu'on annoncera comme nouveauté pour l'édition 10 du programme Arise qui commence le 16 mars prochain, ce travail sur les parts notamment. Donc pourquoi toi Lisa? Parce que je trouve que tu as un profil tellement unique et je veux vraiment le dire en intro, t'es docteur en économie, donc docteur c'est quand on a écrit un doctorat, hein. T'as une formation de chercheuse donc avec voilà un côté vraiment méthodologie, une solide expérience en analyse de données, en méthode statistique et en étude d'impact. Là déjà moi ma part qui a galéré toute sa vie avec les maths, elle est en mode elle est évanouie là à l'intérieur de moi, on m'a perdu. Et depuis ça, je peux dire, je pense, c'est juste de dire que t'as un peu changé de vie ou Carrément. t'as ajouté un grand pan Mm. et qui est le pan plus thérapeutique. Ouais. T'es devenue praticienne en thérapie IFS, donc Internal Family System, et t'accompagnes en individuel et en groupe, et surtout tu te formes en continu dans ce domaine. Notamment, tu t'es formée auprès de Frank Anderson sur le trauma et l'IFS, auprès de Deb Dana sur le lien entre la théorie polyvagale et l'IFS, et parce que ton CV n'était pas encore complet, t'as en ce moment de nouveau repris le chemin de l'université pour maintenant, logiquement, comme la suite logique là, de ton chemin, étudier la psychologie. Mm. La psychologie. Et je me suis dit, tu vois, en repensant à tout ça, en te connaissant, je me suis dit, je serais pas surprise que Lisa, elle aille jusqu'au doctorat en psycho. L'avenir nous le dira. On verra. Et je vais te poser davantage de questions sur toi parce que je sens, et je pense que c'est vraiment super important, tu as une histoire de guérison personnelle puissante et ça fait partie de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ce travail? Mais avant ça, parce que j'aimerais que les personnes nous écoutent jusqu'au bout et on va mettre du suspense tout de suite. C'est quoi la question de recherche, et je l'ai un peu évoqué, hein, mais qu'on aimerait explorer dans l'étude? Et je sais qu'on va y passer du temps sur cette question-là. Tu nous l'as dit, tu nous as dit, c'est le truc le plus important, c'est la question à laquelle on va répondre avec cette étude. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, voilà, toucher quelques mots de ça? Et puis après, on va revenir à ce qui t'a amené là. Merci Camille déjà pour l'invitation, pour bon, tout ce qu'on fait ensemble, tout ce qu'on démarre ensemble et pour cette présentation. Oui. Et bah, moi aussi, je suis super excitée de démarrer cette étude. Et
la question qu'on se pose, comme tu l'as dit au début, c'est vraiment est-ce que le travail avec le système nerveux fonctionne? Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est voir est-ce que une personne qui participe à ce programme, Arise, dans lequel il y a beaucoup de modalités différentes, etc., est-ce que ça fonctionne concrètement? Parce qu'en fait, quand une personne rentre dans un programme ou quoi, en fait, il peut y avoir plein d'autres éléments qui affectent cette personne et on n'est pas sûr, en fait, que c'est vraiment le programme qui a un effet. Et donc, nous, on va aller chercher au maximum une relation causale, quoi. Est-ce que c'est vraiment le programme qui impacte différentes variables ou les principales variables pour l'instant, je pense au début de l'étude, ça va être notamment le stress perçu, l'anxiété perçue. Et ça, j'en parlerai peut-être un peu plus aussi sur les variables, je pense que ça viendra dans les questions. Mais donc, c'est vraiment, est-ce que c'est des progrès qu'on peut observer suite au programme sont vraiment dus au programme? Tu vois, pour l'instant, là, la première étape de l'étude qu'on va faire, c'est vraiment ça. Et ensuite, on en parlera aussi plus tard, mais on va reproduire cette étude sur enfin, sur les différentes cohortes qui vont arriver. Et donc, on pourra, avec les résultats, avoir des nouvelles questions qui pop, en fait, en fonction de ce qu'on trouve, etc. Mais globalement, déjà, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas, le programme? Ouais, et en t'écoutant, tu vois, je me dis, c'est sûr que c'est complexe parce que bien sûr, c'est de l'humain. Et puis, tous les humains n'arrivent pas avec le même bagage. Il y a des personnes qui sont comme au début de leur chemin de guérison ou vers la régulation, qui ont découvert ça depuis pas longtemps. Puis, il y a des personnes qui ont peut-être fait genre 15 ans de thérapie. Et donc, effectivement, ce que tu dis, c'est très juste, quoi. C'est quoi l'impact là du Mm. programme à ce moment-là pour la personne? Mm. 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 Exactement. Et ça, c'est pris en compte dans la conception de comment on fait voilà, toute l'étude, le design, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Lisa, qu'est-ce qui t'a amené, toi, donc, d'abord à l'économie, et c'est de là que te viennent ton brio autour des stats, des méthodes d'analyse, etc. De l'économie à l'IFS, enfin, raconte-nous un peu. Ouais, ben écoute, j'ai pas mal réfléchi à ça, à tout ce changement de vie, etc. Parce que j'essayais de faire du sens en fait, aussi dans pourquoi j'ai fait ce chemin, etc. Et aussi parce que ça a nécessité, pour pouvoir quitter ma vie d'avant, de aussi me dire bah, qu'est-ce que je quitte, pourquoi je suis venue là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a amené en économie, en fait, ce sont des parts activistes en moi, des parts activistes pour l'environnement, etc. Parce que voilà, je me voyais dans les différentes actions que je faisais auprès des organisations dans lesquelles je faisais du militantisme. Et en fait, j'avais l'impression que ça avançait pas. Donc, comme une sorte de frustration, tu vois, de pas avoir d'impact concret. Et donc là, tu vois, j'étais au début de ma vingtaine, pleine d'espoir, et je me disais, mais en fait, si j'ai un doctorat et que je vais dans les hautes organisations ou que je fais des articles de recherche qui montrent ça et ça, bah peut-être qu'on va m'écouter. Tu vois, il y avait quand même quelque chose dit, peut-être que j'aurai la légitimité et on m'écoutera et les choses vont changer. Donc c'était un vrai désir d'impact en fait qui m'a guidée vers ça, plus un désir de comprendre les choses dans leur structure. En fait, je me rends compte avec le recul que j'aime analyser les choses de manière systémique en fait. Et là, du coup, je voulais comprendre un peu l'économie, tu vois, au niveau macroéconomique notamment. Moi, j'ai beaucoup à travailler pour comprendre, ben voilà, comment fonctionnent tous les grands systèmes. Et on vit quand même dans une société capitaliste. Et donc, en fait, bah, l'économie, voilà, ça permet d'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est ça qui m'a amené, je pense, militantisme, curiosité. Bon, et quand j'ai fait tout ce processus, quand je suis arrivée en thèse, déjà, je sens que la thèse, ça m'a amené à être beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais arrivée avec, tu vois, certaines parts de moi qui avaient un objectif particulier. Et en fait, après, je me suis rendu compte que plus j'étais en train d'essayer de comprendre des choses, plus je voyais que c'était pas noir ou blanc. Tu vois, même sur mes questions de recherche, etc. Et donc, j'ai été sur tout ce chemin. Et en fait, c'est tombé pendant la période du Covid, en plein milieu, tu vois, de ma thèse, etc. Et c'était compliqué, en fait, parce que j'ai plein de projets qui ont été annulés. Il y a eu de la distance sociale, on a changé les conditions de travail, donc on était beaucoup plus isolés, etc. Et déjà que, tu vois, faire une thèse, c'est très challengeant. En plus, il y a de la compétitivité dans le milieu de la recherche. C'est pas facile, on s'inquiète pour notre avenir, est-ce qu'on aura un poste? Bon, voilà, plein de choses. Et donc, juste, il y avait beaucoup de pression. Et concrètement, j'ai fini en burn-out. J'étais vraiment arrivée à un état où je me retrouvais devant mon ordi et juste j'étais en effondrement complet, quoi. Devant mon ordi, je pouvais plus rien faire. Et donc là, je me suis dit, bon, quelque chose doit peut-être changer. Et donc c'est là que j'ai rencontré l'IFS en parallèle. Et ça a été un peu une pépite un peu dans cette période-là pour moi. Ça m'a permis d'avoir un peu de clarté en fait sur les parts de moi qui souffraient de cette situation, d'aller voir plein de choses qui étaient activées.
Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là que le chemin ça a commencé à faire son petit chemin, quoi. Parce que tu vois, j'ai commencé en fait à faire des petits ateliers pour faire découvrir l'IFS. Mais alors que j'étais pas, enfin tu vois, c'était juste parce que j'étais tellement passionnée que je voulais faire découvrir en fait à tout le monde et donc le partager à travers ma propre expérience, etc. Tu vois, et donc c'était vraiment chouette. Et puis après, plus j'étais au contact de moi-même, en fait, et à l'écoute de mes parts, ben moins je pouvais rester dans des situations inconfortables. C'est comme si j'étais obligée de faire face à en fait ce qu'il y avait ce qui souffrait en moi, ce qui était inconfortable. Et donc, il se trouve qu'à la fin de ma thèse, on m'a proposé un CDI de chercheuse. Donc, c'est-à-dire le truc, tu vois, plutôt rare juste à la sortie de thèse, etc. Et en fait, je sentais qu'il y a une part de moi qui imaginait que on me mettait comme un boulet au pied, tu sais, avec des chaînes. Et en fait, là, c'était vraiment le signe pour moi que, enfin, c'est pas possible. Je pouvais plus y retourner parce que je retrouvais pas ce que j'étais venue chercher. Tu vois, c'est-à-dire voir un impact tangible. On passe beaucoup de temps à faire un article rigoureux, etc., pour prouver des choses. Et au final, je m'étais rendu compte que même après avoir publié dans une très bonne revue, bah, en fait, il se passe rien de concret. C'est une petite brique et c'est super. Et on a besoin, en fait, de chercheurs et chercheuses qui font ça. Mais je sentais que c'était pas mon chemin à moi parce que voilà, ça me faisait pas, ça me faisait plus pétiller, quoi. Et donc, voilà, j'ai quitté Paris. J'ai été nomade quelque temps. Je me cherchais. Et puis, la vie m'a amenée dans les montagnes. Et donc, j'ai complètement changé de vie. Je suis passée de Paris à vivre dans un petit village là, isolé en Ariège. Et je suis, voilà, très heureuse de petit à petit me faire une vie où je laisse de l'espace à toutes les parts de moi. En fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez équilibré, aligné. Et ma part chercheuse est très très contente. Du coup là, de pouvoir revenir parce que ça a été un sacré deuil en fait aussi. Et c'est ça aussi quand on change de vie comme ça, c'est un deuil en fait de toutes ces parts de nous. Et surtout quand on a été dans une certaine identité et qu'on s'est beaucoup identifié à ça et que d'un coup, ben, en fait, on sort de ça, ben, qui je suis par rapport à la société, par rapport aux autres, à mon entourage, puis à moi-même. Puis la théorie polyvagale aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup éclairé aussi tout mon chemin. Ton podcast y a aussi beaucoup contribué, le programme RES. Et donc, ça a été hyper aidant, tout ça, y compris pour... on en reparlera peut-être, mais voilà, pour une... En fait, c'est aussi la maladie. Je me rends compte que je l'ai pas dit alors que ça a été ça qui a été déclenchant. C'était justement, je me rappelle, là, pendant ce temps en confinement, ça, j'étais en train de finir de lire un livre sur la psychanalyse. Et donc, voilà, j'étais en pleurs sur la fin du livre et tout. Et en fait, je me relève et je sens un crack dans mon sternum, tu vois. Et en fait, j'ai super mal, j'ai mal pendant 15 jours, mais tu sais, le monde, il est à l'arrêt. Tu sais pas si tu peux prendre des médocs ou pas, tu peux pas trop sortir, tu t'as un peu peur. Et en fait, ça a été le début après d'aller voir des médecins, etc. Et on m'a diagnostiqué au bout d'un an à peu près, voilà, une maladie auto-immune. Et pour moi, ça a été un peu le révélateur aussi en fait, je peux plus faire des choses que enfin, mon corps ne suit plus, donc c'est plus possible. Et donc, c'est ça qui m'a aussi amené vers tout ce changement de vie. Tu sais, en t'écoutant, je me disais, t'étais la candidate idéale pour l'IFS. Parce que tu sais, Richard Schwartz, dans le livre Nous sommes essentiellement bons, c'est ça hein, le titre en français, Ouais, no Bad Parts, je crois que la traduction en ouais, français c'est ça. c'est Pourquoi nous ça. sommes essentiellement bons? Il parle de ces activistes en burn-out. Ouais, Il ouais. a commencé à travailler avec ces personnes-là au début en se disant, Mm. mais pourquoi il y a tellement d'activistes justement qui vont jusqu'à ce stade de plus pouvoir et de se brûler les ailes quoi finalement et c'est tellement intéressant voilà parce que justement ils agissent que depuis leur part activiste et depuis quelque chose de combat un petit peu au lieu d'être depuis Mm. ce qu'on appelle le self quoi en IFS donc c'est cet endroit de nous qui a du courage de la compassion de la curiosité Ouais, etc. exactement. Mm. Mm. Ouais, et du coup, c'est vraiment, pour moi, l'IFS, ça permet de combiner en fait toutes ces différentes parts de nous et d'avoir quelque chose d'écologique pour nous-mêmes, où on laisse de la place à la fois à nos parts qui ont des valeurs, des conditions, enfin voilà, des idéaux, etc. Et en même temps, bah, d'autres qui prennent soin de nous, de notre équilibre, de nos autres besoins. Et donc c'est ça, c'est après, ça donne lieu à comment mes parents activistes, je vais pas leur dire de juste s'en aller, mais comment est-ce que on fait équipe avec toutes les autres pour qu'elles puissent s'exprimer, mais d'une manière qui est écologique pour moi. Tout à fait. Merci de le rappeler, j'adore ce côté-là. Absolument ouais ouais puis je résonne avec ce que tu dis sur les deuils tu vois moi que j'ai dû faire le deuil
de celle qui avait étudié du droit, le droit, après le deuil Mm. de la food entrepreneur, Ouais. une partie de deuil d'entrepreneur pour faire de la place à l'identité de maman. Enfin, genre à chaque Mm. transition de vie, effectivement, ça vient avec du deuil et je crois que c'est tellement important de le rappeler parce que sinon on peut pas clôturer correctement hein, ces Ouais. espaces de vie. Puis t'as comme tous les espaces-temps qui restent ouverts et je crois que c'est pas très sain, ou en tout cas ça nous charge quoi. Je voulais revenir du coup, vu qu'on parle de l'IFS, t'es thérapeute IFS, tu t'es formé auprès de Frank Anderson. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, puisqu'on parle beaucoup ici sur le podcast et puis dans le programme Rise, hein, c'est autour de ça, du système nerveux, du trauma. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette approche de l'IFS dans la compréhension du trauma? Et peut-être si tu peux transmettre un petit peu qu'est-ce qu'il dit Frank Anderson là-dessus? Ouais, bah en fait, ce qui est intéressant avec l'approche de Frank Anderson, c'est qu'il fait beaucoup de liens avec les neurosciences. Et lui, il s'inspire de beaucoup d'approches. C'est-à-dire qu'il fait pas que de l'IFS, il fait vraiment plein d'approches différentes. Et donc, tu vois, là, c'était un workshop de 4 jours qu'on avait fait à Paris. Et en fait, il transmettait justement tout ce qui se passe dans le cerveau, en fait. Et ça permet de vraiment légitimer aussi au niveau de, ben oui, il se passe vraiment quelque chose. Et surtout, comment l'IFS crée des conditions propices à la reconsolidation de la mémoire. Pour venir, en fait, tu vois, moi j'aime bien, pour l'expliquer, j'utilise, tu vois, je prends la métaphore d'un livre. En tout cas, c'est ce qui me vient, tu vois, quand je me dis, c'est un peu, là, j'écris mon histoire d'aujourd'hui. Ben, en fait, ce que ça permet de faire l'IFS, et puis et d'autres méthodes, hein. Mais en tout cas, la manière dont ça permet de le faire, l'IFS, c'est comme voyager, tu vois, dans les chapitres de notre vie du passé pour aller voir qu'il y a des parts, en fait, du présent qui sont comme si on était toujours dans le passé, dans les tout premiers chapitres. Et donc là, ça permet de voyager chapitre par chapitre, de trouver exactement le bon chapitre, le bon paragraphe, la bonne page, le bon mot, la bonne lettre. Tu vois, il y a comme quelque chose de très, très précis et où on va pouvoir aller, on va voir la charge émotionnelle qui est contenue dans ça et pouvoir libérer cette charge émotionnelle. Et en fait, voilà, changer au niveau mnésique ce qui s'est passé à cet endroit et rendre, tu vois, ce qui est implicite, explicite. Et donc, voilà, venir amener de l'apaisement à cet endroit-là. Et du coup, le souvenir, il disparaît pas, mais c'est la charge émotionnelle qu'il y a autour. Et la part de nous, tu vois, en IFS, on parle de part qui est chargée. En fait, on a vraiment cette croyance que initialement, une part, c'est juste une ressource pour nous, elle fait quelque chose. Mais quand il se passe quelque chose qui est trop, c'est comme un fardeau qui vient se poser sur elle, quelque chose qu'elle porte. Et en fait, ce fardeau, c'est jamais trop tard pour qu'il soit libéré, quoi. C'est une méthode qui, per se, hein, en soi, porte tellement d'espoir, en fait. Tellement, tellement. Et c'est aussi c'est- très autonomisant. En fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'au-delà du fait que ce soit un modèle de la personnalité, au-delà du fait que ce soit un protocole thérapeutique, c'est aussi vraiment un art de vivre. Et ça, bah, je sais que tu l'incarnes aussi beaucoup, de vraiment, ça change, moi, ça a vraiment changé mon rapport de relationner à moi-même. Et de voir même les parts, parce que tu vois, pour tout ce qui est amour de soi, etc., tu vois, depuis mes 15 ans, tu vois, je suis un peu dans le développement personnel, je lis plein de choses dessus, il faut s'aimer, etc. Mais en fait, je sens que j'avais pas bien compris cette notion de vraiment s'aimer soi-même tant que j'avais pas accepté toutes les parts de moi. Parce que sinon, c'est facile d'aimer les parts de moi que les autres aiment aussi, que la société aime aussi, tu vois. Et là, en fait, pouvoir me poser et être avec les parts de moi qui ont des comportements extrêmes, qui sont impulsifs, etc. et aller avec curiosité à leur rencontre, ben, ça change tout pour moi. Et en plus, pour moi, si on arrive à s'accueillir de cette manière, ben, on arrive aussi à accueillir les autres de cette manière. Et donc, ça crée plus d'espace pour, tu vois, du dialogue. Et puis, si on pousse le bouchon avec mes parts idéalistes, plus de chances d'aller vers la paix, tu vois, sur Terre, quoi. Voilà. Oui, oui, absolument, parce que t'aimer, puis tant que t'as pas accès à cet espace à l'intérieur de toi qui est capable de t'aimer, ce fameux Mm, self, c'est mm, ça, en fait. Yeah, c'est d'avoir accès à ça, et là repose tout l'espoir, tu vois, pour moi, parce que si le self, on dit qu'il est toujours à l'intérieur, moi j'adore cette image du soleil, tu mm, sais, c'est pas parce qu'il y a des mm. nuages devant que le soleil, il a disparu, tu sais que le soleil, il est là, c'est exceptionnel. Exactement. Ouais, absolument, absolument. Et donc ça, t'accompagnes toi aussi en individuel. Du coup, Ouais. je le pose ici avant qu'on retourne dans l'étude et tu fais ce travail de reconsolidation de la mémoire et puis de libération de la charge hein, à travers cette méthode magnifique qu'il y est faite. Mm, Mm. exactement. Ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Yes. Et donc, pour faire du lien, l'IFS, il y en a dans le programme Arise, et puis tu vas être de plus en plus impliqué aussi à cet endroit-là. Et donc,
c'est quelque chose voilà, qu'on va retrouver aussi dans l'étude, puisqu'on étudie l'impact du programme. Dans l'étude, comment est-ce qu'on va concilier des données objectives, donc on parlait de paramètres physiologiques, des statistiques, des données qu'on aura, avec une expérience qui est subjective par nature, l'expérience subjective des participants. Comment finalement on peut transformer des retours, des témoignages, des feedbacks que nous donnent des personnes en données qu'on peut utiliser dans une étude. Passer par des données, des biomarqueurs, donc justement des données qui permettent de mesurer des changements dans la physiologie, ça aide parce qu'il y a quand même quelque chose de très objectif. Ok, il y a par exemple ma variabilité cardiaque qui augmente, tu vois, la variabilité de ma fréquence cardiaque qui augmente, là c'est très concret, etc. Et pour tout ce qui est, nous dans un premier temps, parce que pour l'instant on va pas mettre en place toutes les mesures physiologiques, ça on en parlera peut-être, ce sera peut-être dans les développements. Mais pour l'instant, on va en effet se baser sur des variables perçues. C'est-à-dire qu'on va poser des questions, des questions sur le stress perçu, sur l'anxiété perçue, sur leur interoception, c'est-à-dire sur leur capacité, tu vois, à être en observation de ce qui se passe en eux, sur la conscience corporelle. Et en fait, la manière de poser la question compte. Nous, on va vraiment se baser sur des variables, sur des outils psychométriques. C'est-à-dire que c'est des variables qui fonctionnent souvent avec plusieurs questions qui permettent en fait de déterminer une certaine variable. Et c'est des variables qui sont reconnues de manière internationale, c'est-à-dire que c'est très standardisé en fait, et c'est ce qui est utilisé dans les différentes recherches, et ça permet vraiment de comparer. On va se baser, nous, sur ce type de variables-là, qui sont aussi dans la littérature, en fait. Voilà, je vais rien inventer, je vais simplement aller chercher quelles sont les variables les plus pertinentes pour notre étude. Et donc ça permet d'objectiver un peu, tu vois, d'aller vers quelque chose de plus standardisé qui permette les comparaisons. Ce que tu dis, c'est que dans la littérature scientifique aujourd'hui, il y a des échelles qui existent, des mesures qui existent, qui ont Ouais. été voilà, développées. Par exemple, pour mesurer le stress ou mesurer l'anxiété, enfin perçue en tout Mm. cas par la personne. Puis on pourra avoir des questions du type, ça, j'essaie de m'imaginer les choses très concrètes, tu vois, mais je sais pas, sur le dernier mois, comment Ouais. évaluez-vous votre anxiété sur une échelle de 1 à 10? C'est des questions un peu du type, de ce type-là. Ouais, ben ça peut être ça en effet. Celle que j'ai en tête, par exemple, pour le stress, qui est très connue, c'est la PSS, Perceived Stress Scale, donc l'échelle de stress perçu. Tu vois, eux, ils ont 10 items, et justement, ils commencent leurs questions comme ça sur le dernier mois. Alors, je me rappelle plus exactement les questions, mais c'est est-ce que sur le dernier mois, combien de fois, enfin, est-ce que vous vous êtes senti d'une telle manière en rapport avec le stress? Et en fait, ils posent la question de plein de manières différentes pour s'assurer que ça correspond bien. C'est-à-dire parce que parfois la formulation de la question peut amener à une autre réponse. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs réponses pour s'assurer qu'on a une réponse stable sur le stress. Et en fait, après, on fait une moyenne et ça donne une variable du stress entre ces 10 questions. Ouais, ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur des échelles de ce type-là qui Ouais. existent déjà. Hyper, hyper intéressant. Ok, bah tu vois, c'était un petit peu ma prochaine question parce que sur le podcast, j'ai déjà parlé, et puis pas mal quand même, de l'ACE Study, hein, donc Adverse Childhood Experience. Et pour redonner un petit peu de contexte, si vous êtes nouveau, nouvelle ici, l'ACE Study, c'est, on va dire, la première, parce que plus grande étude, c'est l'étude à plus grande échelle qui nous a permis de faire un lien entre les traumatismes dans l'enfance et les problèmes de santé plus tard dans la vie. Donc c'est une étude fondamentale pour notre domaine. Et donc c'était ma question, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, tu vois, dans les papiers scientifiques là-dessus, sur le trauma, enfin sur les traumatismes, sur le système nerveux. Et tu vois, on parlait d'impact et la question qui m'est venue en pensant là, à cet épisode aussi toutes les deux, c'était bah comment est-ce qu'on peut contribuer, quoi? Est-ce que peut-être, je sais pas si tu as déjà encore vu ça, tu vois, mais est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce que des études comme on envisage de faire avec Arise, c'est-à-dire bah, enfin, qui veulent mesurer l'impact d'un programme, d'un produit, tu vois, d'un protocole en particulier, ça existe déjà? Qu'est-ce qui est déjà là, tu vois? Hmm. Enfin, c'est quoi le paysage? Tu vois, ce serait Hmm. ça ma question. Bah ouais, c'est une question importante. C'est en fait, en général, c'est vraiment la première étape qu'on fait. Parce que tu vois, dans toute étude de recherche, on fait vraiment un peu un état de la littérature et juste comment on veut nous contribuer, en fait. Ensuite, la méthodo, la base, enfin, la collecte de données, etc., qui est faite pour ensuite faire des analyses, une conclusion et une discussion, tu vois, des limites de l'étude, des poursuites potentielles. Et donc là, tout ce qui est sur le système nerveux,
En fait, c'est très vaste et c'est surtout très interdisciplinaire, multidisciplinaire. Tu vois, en fait, on étudie le système nerveux dans plein de disciplines différentes, tu vois, et c'est ça qui rend à la fois très riche le sujet et en même temps complexe. Tu as des études, par exemple, en neurosciences, où là, ça va être vraiment tous les mécanismes biologiques, cellulaires, tu vois, autour du système nerveux, de la plasticité neuronale. Tu vas avoir aussi des études plus en physiologie, biomécanique, au niveau de la compréhension de ce qui se passe au niveau des organes, par exemple. Puis en psychologie, bien sûr, pour comprendre tous les processus mentaux qu'il peut y avoir, des comportements, etc. Et nous, là, on va venir se greffer. C'est pas, voilà, c'est pas encore clairement défini. On va voir exactement où est-ce qu'on se place et ensuite on en parlera peut-être plus tard, mais aussi les collaborations qu'il pourrait y avoir avec d'autres chercheurs à venir. On verra plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, j'ai envie de préciser aussi, parce qu'on l'a peut-être pas précisé depuis le début, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le système nerveux autonome. Et donc ça, déjà, ça nous place, je pense, tu vois, plus du côté psychologie. Parce que dans le système nerveux autonome, du coup, voilà, il y a deux grandes branches, parasympathiques et sympathiques. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que il semble que le bien-être, le niveau de stress, il résulte de l'équilibre, en fait, entre ces deux branches, tu vois. Et donc, en fait, toute la recherche après qu'il y a derrière dans cette petite branche-là, enfin, cette petite grande, quoi, c'est vraiment qu'est-ce qui contribue à l'équilibre, qu'est-ce qui empêche cet équilibre. Et donc, tu vois, tu peux avoir des études dans ce domaine-là sur, par exemple, la cohérence cardiaque à travers la respiration, comment ça amène un changement sur la variabilité de la fréquence cardiaque, par exemple, et donc qui est un proxy hein, pour la bonne santé du système nerveux autonome. Plus ça veut dire qu'il est flexible et que justement on est capable de revenir à cet équilibre entre les deux branches. Il y a aussi toute la recherche autour de la théorie polyvagale pour comprendre notre perception du danger, notamment quel effet ça a sur justement la santé du système nerveux autonome, qu'est-ce qui influence tout ça. Quel effet de la neuroception, notamment? Ouais, j'ai le sentiment que la théorie polyvagale, elle est presque, tu sais, fondationnelle dans le sens comment il fonctionne notre système nerveux autonome, quoi. Et après, c'est vrai que Porges, il a développé des méthodes avec les sons et tout ça pour après, bah, comment tu reviens dans ta sécurité. Effectivement, ce que tu dis, tu vois, ça me faisait penser quand tu parlais de la respiration. Je pense qu'il y a pas mal d'études aussi sur le yoga, des interventions avec le yoga où ils ont vraiment mesuré des paramètres physiologiques. C'est intéressant, ça aussi. Nous, on est Ouais, assez éloigné de ça, enfin, on n'est pas là-dedans, mais c'est intéressant pour le domaine, hmm, quoi, dans son ensemble. Mm, ouais, mm. c'est ça. Yoga, méditation aussi. Là, avec Tu vois, MBSR, ouais. ouais, Mm. avec John Kabat-Zinn, tu vois, qui a commencé dans les années 70 et qui a vraiment permis de démocratiser et d'amener de la laïcité autour de la méditation et de voir l'effet que ça peut avoir sur le corps, sur la réduction du stress. Et donc, oui, en fait, la théorie polyvagale, elle a amené déjà cette précision sur la branche parasympathique. Enfin, elle amène cette nuance, tu vois, sur la branche à la fois de la présence vagale et dorsale de ces deux complexes-là. Bon, elle est critiquée, hein, et ça reste une théorie. Et donc, c'est ça qui est chouette aussi de le rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment des applications cliniques qui donnent aujourd'hui, enfin, faites par Deb Dana, notamment, qui a traduit du coup tous les concepts de la théorie polyvagale en application clinique dans la salle thérapeutique et de manière plus globale, là, moi, je le vois vraiment aussi comme de la neuroéducation qui peut être diffusée pour pouvoir se situer en fait sur cette échelle polyvagale et amener de la compréhension sur comment on se sent. Parce que voilà, si on sait ce qui se passe, ça nous fait moins peur à l'intérieur. Donc déjà, ça ramène de la sécurité de savoir, ah ok, c'est normal, ok, ce que je ressens, etc. Je me dis juste en t'écoutant, ça sera intéressant de le mesurer, ça, parce qu'il y a cet élément de cette compréhension dans Rise avec les masterclass et tout ça. Donc, tu vois, moi, enfin, je trouve ça hyper excitant de pouvoir mesurer rien que peut-être déjà, tu sais, quand tu as des éléments de compréhension sur comment fonctionne ton système nerveux autonome, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quoi. Mm, Mm. mm. Ouais, ouais, ça serait super intéressant. C'est pas évident, je me dis, parce que on n'est pas sûr
tu vois, tu partages aussi beaucoup de contenu dans ton podcast. Et du coup, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui peut avoir un effet et est-ce que l'effet sera suffisamment grand, tu vois. Il peut y avoir des effets de seuil aussi. Est-ce que l'effet sera assez grand pour le détecter? Et en recherche, même quand on a des résultats négatifs, il faut le montrer. Mais parfois, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet, parfois c'est juste parce on peut pas le détecter. Pour revenir à où nous, ce qu'on va faire, ben là, concrètement, c'est vraiment, oui, dans la littérature. Tu vois, il y a des études, hein, ils font des essais cliniques, par exemple, soit en hôpital ou alors des tests qui vont être faits en labo, en psychologie. Nous, ce qu'on fait, c'est concrètement un programme hybride, donc qui est semi-autonome, et donc qui est pas dans un environnement contrôlé, etc., quoi, parce qu'en fait, on ne sait pas la personne ce qu'elle fait derrière, et c'est concrètement quel est l'effet d'un programme en ligne suivi sur différentes variables de bien-être, quoi. Et ça, il y a des études qui sont faites sur par exemple, des programmes de méditation sur les performances des étudiants ou au travail, tu vois. Le stress au travail pour limiter ça. Donc, il y a différentes études. Il y a aussi celle de Iron Lion qui fait un programme sur le système nerveux et qui a lancé cette recherche pour voir l'efficacité aussi. Et donc, moi, je trouverais ça vraiment super que ça devienne un peu une baseline. Est-ce qu'on peut avoir, en fait, tu vois, quelque chose qui permet de tester et savoir, quoi, l'efficacité d'un programme en ligne comme ça. Et donc, c'est là qu'on viendrait ouais, contribuer dans ce sens-là. Ouais, moi j'adorerais, tu vois, on parlait de John Kabat-Zinn. Ouais, Le MBSR, MBSR, c'est Mind Body Stress Reduction, c'est ça? il me semble que c'est ça, ouais. Mindfulness. Je sais pas le Bon, I détail. don't know, MBSR, c'est un acronyme, mais c'est vraiment une méthode qu'il a développée pour amener la méditation, voilà, ou la pleine conscience dans un hôpital, comme Mm. dans une prison, comme dans une école, enfin, Mm. voilà, et qui est, on va dire, accepté de façon assez générale parce que basé sur des études scientifiques, laïques, etc. Et je me Mm. dis donc si on pouvait avoir, tu vois, avec le système nerveux quelque chose de similaire d'aussi accepté, tu vois, parce que, bon, et je pense qu'il y a encore plein de travail à faire sur la pleine conscience, il y a sûrement encore plein de personnes qui estiment que c'est du vaudou et du vouvou et du nanan, mais tu vois, je me dis, ce serait la direction, ça pourrait être tellement intéressant, quoi. Tu vois, j'avais une question sur ça, comment est-ce que tu vois l'avenir, tu vois, de ce travail-là, tu vois, si on fait un peu de place à nos parts idéalistes et qu'on se permet de rêver un peu. Mm. Ben, ouais, tu vois, moi, au-delà de l'efficacité, de est-ce que c'est efficace ou pas, en fait, ce qui nous intéresse vraiment derrière, c'est euh, qu'est-ce qui est efficace. Et donc ça, c'est là où je vais essayer de faire en sorte que dans la conception de comment on va étudier tous les impacts, on puisse avoir en fait, des détails sur qu'est-ce qui a fonctionné et surtout pour qui. Tu vois, c'est-à-dire vraiment aussi catégoriser. Et à la fin, ça pourrait permettre d'avoir potentiellement une roadmap, un chemin. Un guide, ouais, un truc, un peu Ouais, un manuel d'utilisation. c'est ça, qui puisse être adaptable en fait à chacun, chacune pour vraiment personnaliser encore plus. Ben voilà, toi, tu arrives dans le programme, tu es comme ça. D'après toutes les études d'impact qu'on a fait, il se trouve que dans ton profil, tu as tant de chances de plus d'avoir de meilleurs résultats avec ça. Et donc, ça peut orienter, tu vois, des personnes vers un certain parcours, tu vois, et on pourrait se dire que, du coup, on peut proposer certaines vidéos d'abord, enfin, certains modules d'abord, je sais pas, tu vois, on pourrait imaginer quelque chose d'encore plus sur mesure, en fait. Et globalement aussi, qu'est-ce qui marche? Et ça pourrait être aussi une contribution à la littérature, en tout cas, donner des idées potentiellement à d'autres chercheurs aussi, d'explorer certaines pistes. Ouais, de pouvoir créer des parcours un petit peu plus personnalisés, même au sein d'un parcours de groupe, quoi. Exactement. Là où le groupe, il a sa puissance aussi, et pouvoir personnaliser, ouais. Ouais, ça serait superbe. Tu disais que la dernière partie d'une étude, ça peut être les limites, justement. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu vois des défis, des challenges, des obstacles, des choses difficiles. Est-ce que c'est ce côté subjectif des réponses? Qu'est-ce qui... Ouais, c'est quoi les challenges, quoi? Les challenges, ils peuvent être à plusieurs niveaux, à chaque niveau en fait de l'étude. C'est-à-dire que là déjà, la conception, c'est une étape clé. Parce que déjà, rien que le questionnaire, en fait, tu vois, là, j'y passe pas mal de temps parce qu'en fait, ça va déterminer la base de données qu'on a. Et ensuite, tu vois,
les estimations ensuite de modèles qu'on peut faire. C'est ce challenge-là de se dire, ben, il faut pas se tromper sur ce qu'on cherche à mesurer, etc. Et en même temps, c'est assez rassurant de savoir qu'on va avoir plusieurs cohortes potentiellement, tu vois, pour faire des ajustements testés. Il peut y avoir un challenge ensuite au niveau de la récolte des données. S'il y a beaucoup de personnes qui répondent par exemple, au début, mais pas ensuite, ben, en fait, du coup, il y a pas de suivi. Et et en fait, surtout pour moi, je pense que j'ai en tête la conception que je veux faire, c'est avoir plusieurs données, enfin plusieurs passages de questionnaire tout au long de l'étude pour pouvoir avoir une finesse au niveau enfin voilà, plusieurs mesures de temps. Pareil, on peut potentiellement perdre pas mal d'observations et c'est le jeu aussi. Mais donc ça va être des enjeux, enfin des problématiques méthodologiques notamment. Et puis de toute façon, je sens que je me sens assez en confiance parce que là, c'est vraiment une étude un peu tu vois, on teste, on voit ce que ça fait, quoi. Déjà, on pose les premières briques. Et moi, ce que j'envisage, tu vois, ce qui serait chouette, et on en a déjà parlé, hein, on est sur la même longueur d'onde, bah, ça serait vraiment chouette de pouvoir collaborer avec des chercheurs, chercheuses, enfin, collaborer ou juste leur montrer, et si ça les intéresse, en fait, qu'ils puissent analyser, vérifier en partant, tu vois, de ces données. Et moi, l'idée de toute la recherche, c'est de tout documenter et d'avoir une transparence en fait complète sur tout ce qu'on fait, que ce soit reproductible. Et donc voilà, il y aura la base de données, le script avec les codes qui peuvent tourner sur la base de données et qui donnent les résultats, enfin, etc. Donc tu vois, pour ça c'est aussi excitant de pas être tout seul dans notre étude, tu vois, interne et de vraiment pouvoir ouais s'ouvrir quoi et partager et justement vraiment participer à augmenter les connaissances dans ce champ-là. Ouais, ouais, et puis peut-être ce que tu disais, collaborer avec un. Ça marche par labo, hein, d'un laboratoire Ouais. scientifique. Je sais qu'il y a à l'université de Lorraine notamment, ils sont hyper Mm. ouverts, actifs dans ce domaine-là, autour de l'EMDR, même la nutrition, la psychonutrition, Ouais. la phytothérapie pour la santé mentale. Enfin, Mm. ouais, ouais, ça peut être extraordinaire. Tu sais, moi, je trouve qu'on a une époque tellement excitante parce qu'il y a du lien partout, tu vois. Quand tu parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser, je me disais, attends, il faut que je retrouve le nom, c'est la psychoneuro immuno-endocrinologie, Génial. qui est cette nouvelle Génial. discipline scientifique qui fait le lien entre tout, genre système nerveux, Mm. système endocrinien, système immunitaire, puis on se rend compte que ça a des impacts sur la santé mentale, bien sûr, parce que bon, notre tête, elle est pas juste vissée sur notre corps, c'est un tout, bien sûr, je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Et puis on fait du lien entre, tu vois, on parlait du yoga, entre des connaissances millénaires et puis des approches scientifiques aujourd'hui qui viennent valider ce qui avant était juste bah, de l'empirique et tu vois, puis là j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche, tu vois. Pour le moment, on a des témoignages, on a de l'empirique, puis comment est-ce qu'on vient le valider un peu plus, beaucoup plus rigoureusement et plus scientifiquement pour après pouvoir voilà, adapter ce que tu disais, créer éventuellement des parcours plus personnalisés et puis refondre aussi à un moment le programme, tu vois, rendre les choses encore plus actionnables. Ça aussi, c'est dans les tiroirs, c'est en coulisses. Donc, ouais, je sens que c'est tellement excitant en ce moment, quoi. L'avenir est brillant, quoi. Mm, mm. Mm. Yes, Mm. yes. Ouais, Et clairement. mm, mm. Je pense qu'on va vers de plus en plus d'intégration, en effet, comme tu dis, quoi. Absolument. Et peut-être même vers des changements de paradigme. Tu vois, j'avais entendu Stephen Porges dire que il pensait qu'on parlerait peut-être plus d'un moment de j'ai pas un problème de santé mentale, mais dire j'ai un problème de système nerveux, tu vois, où vraiment ça ancre cet aspect de, en fait, le lien corps-esprit, quoi, tout de suite, tu vois. Donc, et tu vois, ça, c'est en lien avec ce que tu viens de partager de toutes ces disciplines qui s'assemblent et Elles sont contentes, nos parts idéalistes, là, un changement de paradigme, j'aime ça. bah écoute, il faut de l'idéalisme, hein. Il faut de l'idéalisme Absolument, pour nourrir la absolument, passion. absolument. Depuis notre self, depuis un espace de C'est ça. clarté, de courage. Yes, yes. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus. En IFS, on demande toujours est-ce que c'est un bon moment pour toi pour clôturer? En somatic experiencing aussi, est-ce que tu as un mot de la fin, Lisa? Est-ce qu'on peut terminer ici? Est-ce que ça va pour toi? Écoute, de mon côté, c'est bon. Beaucoup d'excitation et beaucoup de joie à collaborer dans cette équipe Arise où c'est pleinement incarné, quoi, ce qui y est enseigné. Il y a Merci. de l'espace pour toutes nos parts. Merci, merci. Yes, je me Mm. réjouis. Et du coup, un appel aux prochaines personnes qui rejoindront Rise, voilà. Euh,
comment on dit, stay tuned, tu vois, quand on commencera l'étude et puis participer à l'étude. On participe à ce changement de paradigme. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Merci à toutes vos parts, aux parts engagées qui vous font écouter le podcast aussi régulièrement pour certaines personnes. Merci infiniment. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.